Deuxième partie de Politicien, votre rendez-vous politique dans le numéro de ce jour est consacré à Madagascar. Deux nouveaux invités m'ont rejoint. Madame Frédérica Bemanandjara, vous êtes vice-présidente de l'Alliance internationale des femmes malgaches et du monde, membre de la société civile. Merci de m'avoir rejoint pour parler de votre pays Madagascar. Massial Rakhaririaka, vous êtes un grand observateur de la vie et politique malgache. Vous avez été conseiller de l'ancien président Albert Zafi. Vous êtes par ailleurs membre du cercle de réflexion des économistes de Madagascar. Merci à vous également d'avoir accepté notre invitation. Alice Rabemanantou, vous êtes membre du parti présidentiel chargé de mission du président de la République malgache. Merci à vous également d'être resté avec moi. Nous l'avons dit, l'élection présidentielle à Madagascar aura probablement lieu en novembre 2018. 4 ans donc déjà qu'il est au pouvoir, le président Hen Rasoarimanpian. Mais quel regard porter sur son bilan? Avant d'en parler avec vous, suivons ce sujet de la rédaction signée Deo Garcias Podo. C'était le 25 janvier 2014, le président Heri Rajaonarimampian prêtait serment devant ses partisans en liesse. Il s'était engagé à respecter les termes de la Constitution et des lois malgaches, mais aussi à œuvrer pour l'intérêt du peuple et de préserver l'union et les droits fondamentaux de la population. Lui qui, alors âgé de 55 ans, avait remporté l'élection présidentielle de décembre 2013, soutenue par le président sortant Andry Rajoelina, allait nourrir de nombreux espoirs. Sauf qu'en 2018, à l'orée de nouvelles joutes électorales, les Malgaches ne décolèrent plus. Une partie de la population mobilisée par l'opposition politique ne cache plus sa détermination. Ces lois ont été confectionnées d'une manière pas très catholique déjà. Il y a beaucoup de dispositions qui ne sont pas conformes à la Constitution, mais ces lois ne permettent pas d'aller vers des élections libres, transparentes et surtout inclusives. En prenant le pouvoir en 2014, le président malgache misait sur le développement et le redressement économique de son pays. Dans son projet, il avait inclus la lutte contre l'insécurité et la corruption, la sécurisation de l'espace aérien et maritime et le redressement de la confiance entre les dirigeants et la population. Il s'était également engagé à mettre en place un climat d'apaisement et de confiance pour les investisseurs au bénéfice de l'économie, mais l'attente aura été longue et les populations lassent de patienter. En janvier 2018, il va présenter sa stratégie de croissance économique baptisée Fizandra Tana 2030 ou émergence et renaissance en malgache avec une nouvelle série de promesses. Comment réussir ensemble? Vous me parlez de conditions de décollage économique de Madagascar. Moi, je vous dis qu'on a déjà décollé. On est sur la rampe de lancement. Maintenant, ce que je voudrais dire avec vous, c'est comment être ensemble dans ce décollage. En prenant, bien évidemment, des mesures drastiques d'assainissement des finances publiques, nous avons pu retrouver la confiance des investisseurs internationaux et de l'ensemble de nos partenaires techniques et financiers. D'ici 2030, le chef de l'État malgache ambitionne de tripler le produit intérieur brut du pays pour passer à un revenu par habitant avoisinant les $1000, de ramener le taux de pauvreté à moins d'un quart de la population, de créer environ 5 millions d'emplois et faire passer le pays au rang des nations à revenus intermédiaires. Depuis la fin de la crise politique de 2009 à 2013, la Grande Île connaît une reprise économique lente et vulnérable aux chocs macroéconomiques et climatiques. En raison de la faible modernisation de l'agriculture, le secteur primaire subit régulièrement des impacts négatifs des effets du changement climatique. Depuis lors, la performance économique a été encourageante avec une croissance de 4,2% du PIB en 2016 et 2017. Sous l'impulsion des secteurs secondaires et tertiaires, elle devrait rester favorable à 5,2% du PIB réel en 2018 et 6% en 2019. La situation économique de Madagascar a évolué positivement en 2017 avec un maintien de la stabilité macroéconomique en dépit des chocs. La croissance devrait s'accélérer à 5,1% en 2018, portée par la hausse de l'investissement public et un rebond dans le secteur agricole. L'inflation devrait reculer progressivement pour s'établir en dessous de 8% d'ici fin 2018, après avoir légèrement accéléré à 9% en 2017 à raison des chocs climatiques. Depuis samedi 21 avril 2018, la nouvelle crise sociale et politique à Madagascar cristallise les attentions. Beaucoup en appellent à une sortie de crise rapide. L'Union africaine, la Communauté de développement d'Afrique australe, la Commission de l'océan Indien ont lancé un appel à la retenue à l'ensemble des acteurs politiques et institutionnels de Madagascar pour qu'ils retrouvent la voie du dialogue.
Madame Rabé-Manantour, puisque nous parlons du bilan du président de la République, c'est vous qui représentez son parti à cette table, je voudrais vous poser la question suivante. Le 25 janvier 2018, le président de la République, Razoari Mampian, a lancé le plan Fizandrantana 2030, hein, qui prévoit de doubler la richesse par habitant d'ici 2030. Et le président dit ceci, je le cite très rapidement, l'objectif de ce plan est clair, mettre fin au paradoxe malgache, celui de la pauvreté, malgré des potentiels économiques immenses. Pour cela, il faut libérer les forces productives nationales, améliorer le climat des affaires, lutter contre la corruption et promouvoir un État efficace et au service du peuple. Je propose en fait un nouveau pacte national. Oui. Fin de citation. C'est très curieux qu'un président qui vient de boucler 4 ans à la tête d'un État tienne un tel discours. C'est une méthodologie bizarre. Normalement, quand on est à la fin de son mandat, on fait son bilan, on fait le point des réalisations qui sont complètes, qui sont achevées, et on évoque celles qui sont encore en cours et éventuellement demander, solliciter un nouveau mandat. Là, on a l'impression que le président est au début de son quinquennat. En réalité, il fallait pas analyser donc son discours comme ça. En fait, il avait dit que dans cette présentation du Fizandrantana 2030, oui, qui veut dire en fait émergence, renaissance, il voulait dire que les 4 ans qui étaient passés, vous permettez que je montre mon Tout à fait, allez-y, Madame Rabé-Manantour. En fait, le paradoxe malgache, c'est que on ne sait pas si c'est une malédiction ou pas, mais il y a des points où on remonte la pente économiquement et hop, il y a des crises, on retombe vraiment très bas. Et on a du mal à remonter. Il a été tranquille pendant 4 ans quand même. Donc en fait, pendant 4 ans, oui, il a ramé à remonter. Et en fait, c'était plutôt ce message-là que maintenant qu'on a démarré, on a initié une lance de rampe, c'est ça grosso modo. En fait, je crois qu'il a utilisé ce mot. Oui, il a dit on a déjà décollé, maintenant on est sur la rampe. Maintenant, on est sur la rampe. Montant, il avait un graphique en exponentiel pour montrer qu'on pouvait aller très loin. Madame, excusez-moi, j'ai dit au début de cette émission, nous allons parler concret. Oui. Citez-nous quelques... Je peux allez-y. Et s'il vous plaît, citez-nous quelques réalisations phares, quelques mesures phares qui servent de sceau pour le quinquennat du président Razoari. La première chose, c'est qu'on a besoin d'avoir une énergie avoir l'énergie disponible, aussi bien pour les entreprises que le peuple. Et donc, il a mis en place des programmes d'énergie renouvelable. Donc, il a déjà commencé à implanter des panneaux solaires en Batlampi, à Madagascar. Il a lancé des études et très bientôt, il devait commencer à lancer les barrages hydrauliques, voilà, pour l'énergie. Pour les routes, il a fait des ponts, un grand pont qui relie grand, parce qu'il ne faut pas comparer avec les ponts voilà. C'est tout ça. J'attendais des mesures qui sensiblement impactent le quotidien des Malgaches, par exemple, notamment en termes de réduction de la pauvreté. On n'a pas réduit, on n'a pas diminué le taux de pauvreté à Madagascar. Mais en mesure phare, par exemple, il a fait sur le canal des Pangalanes, il a mis en place des réseaux hydrauliques qui a permis qui touchent dans les 36 000 ménages, donc environ, si on multiplie, peut-être 150 000 personnes, qui a permis de multiplier par 2 ou 3 la production de riz, et ça aura des effets boule de neige sur l'économie. Monsieur Rariaka, je vous ai vu dodeliner quand madame faisait le bilan du président Razoari Mampian. C'est vrai que madame nous cite des mesures qui auraient impacté la vie de 150 000 Malgaches. C'est vrai aussi que vous êtes 26 millions d'habitants. Mais bref, quel regard portez-vous aujourd'hui sur les 4 ans passés par le président Razoari Mampian à la tête de Madagascar? Tout d'abord, merci Richard de l'invitation. Je vous en prie. Merci les auditeurs de Africa 24. Oui. Il faut aller voir la cause profonde de cette pauvreté et de cette misère du peuple malgache. Plus de 77% de taux de pauvreté aujourd'hui. Si vous allez à Madagascar, il y a tout. Moi, j'ai eu l'occasion d'aller en Afrique, un peu partout dans le monde. Madagascar n'est pas un puits de manque. Pas du tout. Vous avez raison. Il y a de l'or, il y a
il y a de cobalt, il y a de l'ilménite, on a une biodiversité exceptionnelle. Absolument. La unique sur le continent. C'est pour ça que je dis exceptionnel. La question qui se pose, pourquoi on est pauvre? On est pauvre donc structurellement. On n'est pas un puits de manque. C'est un problème de gestion au niveau d'une entreprise et c'est un problème de gestion, de gouvernance au niveau d'un État. C'est ça qu'il faut voir. Donc la source, c'est l'homme, nous les hommes, au niveau de l'entreprise. Si l'entreprise est mal dirigée, elle va être en faillite. Si l'État est mal dirigé, il va être en faillite. Bon, ça c'est une chose. Deuxième chose, c'est quoi? C'est nous les hommes qui font les États. C'est nous les hommes qui font les lois. Aujourd'hui, le président et le gouvernement ont fait une loi qui amène à une crise populaire. Et le problème fondamental, c'est que moi j'ai interpellé les conseillers du président avant que ce soit présenté au niveau de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'ils disent? Moi je lui ai dit, on va aller droit vers une crise il y a 1 mois et demi. Vous l'avez prédit ça? Je l'ai dit. Parce que moi, j'ai une expérience politique à Madagascar. Je rappelle que vous avez été conseiller du président. Absolument. J'étais membre du département politique des forces vives en 91. J'ai bien dit, on va aller vers une crise. Les conditions d'exclusion, j'explique. Une loi électorale est destinée à gérer 4 niveaux. L'établissement de la loi électorale, la gestion des bureaux de vote, la gestion du scrutin et ensuite la gestion des contentieux. Aujourd'hui, au niveau de l'établissement de la loi électorale, il y a un problème. Pourquoi? Parce qu'il y a des doublons. Parce que le fichier de l'état civil n'est pas numérisé et ensuite le fichier des élections est numérisé. Du coup, le rapprochement n'est pas possible. Moi, j'ai fait un audit. Laisse-moi entrer dans les détails. Oui. Parce que les gens ne sont pas entrés dans les détails tout à l'heure. C'est vrai, c'est vrai. Mais alors, exceptionnellement, je voulais très rapidement, allez-y, par rapport à cette loi, mais cette partie est quand même consacrée au bilan du président. Non, mais parce que le problème aujourd'hui, la résolution d'une élection juste, libre et transparente n'a jamais été mise en application. Du temps de Mark Ravalomanana en 2008, ils ont empêché un candidat de se présenter qui s'appelait Piero Radunarvir. Il a fait un notam, donc il ne peut pas aller à Tana. Ensuite, Mark Ravalomanana, ensuite André Rajuel, en 2013, s'est porté candidat en dehors du cadre légal. Le délai légal est déjà expiré. Il est entré de force à la ACC. Donc ça a géré la crise. Ils sont venus 5 années de transition. Donc ça c'est un exemple. Aujourd'hui, pourquoi le président n'a pas tiré les leçons du passé qu'il ne faut pas faire une exclusion? Il faut effectivement une loi inclusive. Il faut une loi inclusive. Je continue. Mais allez-y très rapidement. Je continue. Alors très rapidement. Aujourd'hui, vous savez, dans la gestion des bureaux de vote, il y a des bureaux de vote qui se trouvent dans des casiers personnels, dans des chefs-lieux de district, dans des réamendings. Vous allez là à une élection juste, Richard, c'est pas possible. J'ai la liste avec moi. Monsieur Rahaririaka, nous avons espéré dans la première partie de cette émission que les responsables politiques de votre pays puissent trouver un cadre de discussion et d'entente pour juguler la crise que vous vivez en ce moment. Et nous espérons, en tout cas véritablement... Laisse-moi vous dire une chose. Sauf que, pour parler, espérons tout simplement que les problèmes nés de cette nouvelle loi électorale soient résolus. Ne revenons pas dans les détails de cette loi. Non, laisse-moi vous expliquer, s'il vous plaît. Ce qui est important, vous avez dit quelque chose de très important, monsieur Rahaririaka, et je tiens absolument à le souligner. C'est très, très important, et ce sera ma question pour vous, Madame Bemananjara. J'ai du mal, mais j'y arrive. Monsieur parle de pauvreté structurelle. C'est très important ça. C'est rare d'entendre ça. Il dit la pauvreté à Madagascar, c'est lié aux hommes. C'est dans la tête, pour dire les choses très simplement. Mais je sais que ce n'est pas spécifique à Madagascar. C'est une fatalité finalement. Ce n'est pas une fatalité, c'est une question de mentalité. C'est une question de
ressources humaines, c'est une question de gestion humaine. Mais Madagascar regorge de ressources humaines, de compétences et de savoir-faire. Justement, mais ces ressources humaines-là ne sont pas mises à la disposition du peuple, ne sont pas mises pour que le peuple puisse sortir de cette pauvreté, pour que le peuple puisse s'auto-financer, alimenter, pour que le peuple puisse profiter de ces ressources qui sont naturelles, c'est-à-dire de cette richesse. C'est-à-dire la gestion actuelle, monsieur l'a bien dit, c'est-à-dire la gestion de l'homme, la gouvernance ne permet pas aujourd'hui, c'est-à-dire à tous ces hommes et femmes intelligents, à toutes ces personnes qui font de la politique, à toutes ces personnes qui gèrent, d'orienter le résultat de leur action vers le peuple. C'est un problème de vision et de management stratégique, dites-vous. Le président, le 26 janvier, dit qu'il faut libérer les forces productives de la nation. On va dire quoi? Qu'il a compris finalement. On peut dire quoi? Que ce discours marque un nouveau départ? Je ne sais pas s'il marque un nouveau départ, en tout cas, dans le... Vous ne semblez pas y croire, vous? Absolument, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, puisque c'est-à-dire, au bout de 4 ans, vous l'avez bien dit, Richard, au bout de 4 ans à la présidence, on n'annonce pas qu'on va libérer les forces productives. On le fait au début de sa mandat. Pour 2030. Voilà, ces objectifs-là, il aurait dû les annoncer, ça aurait dû être sa politique. Vous brûliez d'impatience de répondre. En fait, ce que le président a mis en place répond vraiment à ce que vous êtes en train de dire. Oui, ce qu'il a mis en place maintenant. Non, pendant les 4 ans qu'il était là, il a mis en place, parce que ça prend du temps, des codes d'investissement. Il a mis en place des formations professionnelles pour des jeunes. Il a essayé de cartographier le pays pour voir quelles sont les potentialités des régions. Non, madame, et dans chaque région, vos contradicteurs, vos débatteurs, ce n'est pas des mesures ponctuelles qui sont prises. C'est pas ponctuel, c'est structurel. C'est l'idéal partagé, c'est la vision parce que c'est partagée avec ses compatriotes. Parce qu'on ne donne pas à ces solutions, parce qu'on parlait là d'un problème structurel. Oui. Et ce pays a besoin de bases structurelles pour démarrer son économie. On ne peut pas devenir tout d'un coup un pays industriel si on n'a pas la compétence de jeunes qui va bien avec les matières premières que produit ce pays. Et c'est ce qu'il a fait. Pour donner des explications. C'est ce qu'il a fait, donc pas pendant 4 ans, mais c'est ce qu'il a fait et qu'il a mis en place et qui démarre déjà actuellement. Le pays est divisé en 12 pôles de croissance. Chaque pôle de croissance a été bien identifié, les secteurs qui y vont, et ils ont mis dans ces régions-là les formations des jeunes qui vont bien dans ces régions. En plus, on a mis de nouveaux codes d'investissement. On ne peut plus exporter des produits bruts pour donner de la valeur ajoutée à nos exportations. Par exemple, on ne peut plus exporter des pierres précieuses non travaillées, etc. Donc, il y a quand même quelque chose de structurant qui a été mis en place. Mais c'est parce que je reviens sur mon graphique, c'est qu'on était allé trop bas et il faut vraiment éviter de redescendre encore par une crise politique. Madame, est-ce que je peux intervenir, s'il vous plaît? Mais c'est vrai qu'en 2013, quand le président prenait Madagascar, on avait un taux de pauvreté de 92%. Voilà. C'est vrai, aussi, il faut le dire. On peut aussi dire que les 4 dernières années, on a connu une forme de stabilité relative. Il n'y a pas eu de trouble en tant que tel, sauf maintenant. C'est quelque chose qu'on peut mettre aussi. Laisse-moi vous expliquer. Qu'est-ce qui dicte la politique économique d'un pays? C'est la loi des finances. OK. Dans ces lois des finances, qu'est-ce que vous voyez? On finance l'inflation. On finance l'inflation à travers le FEC. Bon, c'est vrai que l'inflation est limitée quand même. Le taux d'inflation n'est pas... Oui, c'est ce qu'a dit le rapport de la Banque mondiale. On finance l'inflation. C'est prévu. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, il y a le code minier, on ne sait pas où on en est. Le permis minier est suspendu. Dans le Sud, il y a 4 milliards d'investissements qu'on peut investir. En parallèle, il y a 280 000 habitants qui meurent de faim, madame. C'est vrai. Ça, c'est révoltant. Moi, j'ai assisté à des réunions avec les organismes onusiens. J'ai dit, c'est révoltant. Pourquoi on ne délivre pas les permis miniers
À côté, vous avez des investisseurs. Ce que vous dites nous plonge au cœur même des enjeux de la présidentielle qui va se tenir en novembre. Donc je continue. On va en parler tout à l'heure. Après une coup de pause, s'il vous plaît. Après une coup de pause. À tout de suite.